Barbizet. Retrouvons cet amoureux de Mozart devant son instrument, commenter avec beaucoup de faconde et de passion les deux sonates qu'il venait d'interpréter. Bonne écoute. Bonjour et merci d'être venu à cet enregistrement public des jeunes Français sont musiciens. Vous présenter Pierre Barbizet, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Vous savez que c'est un des meilleurs pianistes français de sa génération, d'une école très rare, vous pourrez en juger tout à l'heure, et qui ne craint pas de constituer un programme que je trouve très difficile. Je pense que nous en parlerons, car en effet, jouer deux sonates de Mozart, ce n'est pas commun et nous en sommes ravis. De toute façon, nous commençons par de la musique, comme nous le faisons chaque fois, et Pierre Barbizet va venir vous interpréter la sonate de Mozart en Fa majeur, Köchel 332.
Pierre Barbizet, évidemment, je pense qu'avec le public, nous avons tous envie de vous poser cette question. Pourquoi ces deux sonates de Mozart, enfin la première que nous venons d'entendre en fa et celle en ut dans un instant, pourquoi avez-vous choisi ces deux sonates? D'abord parce que je croyais les savoir. on joue toujours ce qu'on croit savoir. Mais aussi parce que j'y découvre toujours des choses nouvelles. On découvre dans tout Mozart des choses nouvelles. On travaille à concerto, on dit c'est le plus beau, on écoute une symphonie, on dit c'est la plus belle. C'est Oui. toujours comme ça avec Mozart. Mais quand il faut faire un programme avec deux sonates de Mozart, enfin, où on a choisi deux sonates de Mozart, je suppose qu'il faut les prendre quand même, les choisir a priori assez différentes l'une de l'autre. Or, la Köchel 332 a été écrite pendant le tragique été, comme on dit, pas pour Mozart, mais enfin pour les historiens de Mozart. Le tragique été 78 où sa mère est morte, à Paris. Et elle est la série des fameuses 6 sonates parisiennes. Il y passe un air de Trianon, je trouve. Il y passe un air en même temps de ce qu'il écrira plus tard, soit dans l'opéra Syria, soit surtout dans l'opéra Bouffe. On sent déjà... Pour vous, Mozart, c'est toujours du théâtre. Aïe, c'est un homme de théâtre. Alors c'est un homme de théâtre quand il écrit un opéra, et c'est également un homme de théâtre quand il compose une sonate. Oui, ça pourrait aussi être un homme de symphonie quand il écrit un opéra. Et écoutez, ce qu'on appelle le final du deuxième acte des Noces. Pop, pop, pom, pop, pop, pom, pop, 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 pop. C'est pas à partir du moment où il manque le cachet. Oui. Le cachet. Eh bien, en mi bémol majeur. Je vous signale, mi bémol majeur. Oui, très On important. va finir en ré. Mais alors, c'est un développement symphonique. Si vous pouviez abstraire les voix et les remplacer par des vocalistes, enfin, Bien sûr. oui, les instruments, vous auriez un développement symphonique parfait. Or, dans certains passages de cette sonate, si vous mettiez les personnages, vous auriez une intrigue parfaite. Donc, à votre avis, vous pouvez très bien jouer cette sonate de Mozart en y mettant un texte de votre cru. Oui, Ah, l'intrigue est bien ourdie. Pom, pom, pom. c'est ça. Oui. Et on Oui. retourne au piano. Oui, bon, on retourne au piano parce que je trouve ça très intéressant. Parce que tout à l'heure, alors je vous demanderai si on pourrait pas donner une représentation des Noces de Figaro sans chanteur. Ce serait très économique. On peut essayer. J'ai pas la partition. Ici, oui. Exact. Bah, il s'est passé quelque chose, on s'est caché dans un jardin. Oui. Et puis... Ah, on revient à la tendresse, c'est pas d'où on est parti d'ailleurs. Je vous signale ça. Je vous signale que c'est jamais de l'harmonie, Mozart. C'est du contrepoint. Malgré les batteries? Il n'y en a pas de batterie. Ah, je croyais. Pas là-dedans, bien sûr. Je pensais à d'autres C'est sonates. tout le temps. Laquelle? Celle-là? Oui. Oui, tout à l'heure, celle-là, oui. Oui, eh ben c'est la même chose. vrai. C'est tout le temps, c'est un contrepoint qui se cache. Je pense aussi que c'est... Il y a chez Mozart ce qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je crois au divin Mozart. Mais je crois aussi qu'on peut essayer d'expliquer... évidemment, il y a la fusion du style galant, du style savant, c'est juste. Et c'est visible. Il y a aussi ce qui n'est pas toujours visible, un contrepoint qui se cache tout le temps. Bah, ce final est un final... C'est Philippe Le Berger, n'est-ce pas? Et c'est à 4 voix. Et puis... Et alors l'indication du pianissimo qui est intéressante, ça c'est piano. Pianissimo à 2 voix. Il faut bien regarder le texte. Oui. Je ne dis pas que je fais ce qu'il faut, mais j'essaye. Il faut regarder le texte. Dans le fond, pour vous, Pierre Barbizet, l'interprétation d'une œuvre, c'est bien lire la musique. C'est ça l'interprétation. Pendant très longtemps. C'est la lire. Je crois qu'au bout de quelques temps, qu'on est sur une œuvre, et qu'on la joue par cœur, bien sûr, on peut dire qu'on fait une bonne lecture. Oui. On lit. Je crois que je lis. C'est ça. Je relis parce que je retrouve des choses que j'avais mal lues. Enfin, j'ai des élèves avec qui nous en parlons tout le temps de ces choses. C'est ça, oui, je comprends. On relit, on se relit, on feuillette, comme disait Enesco.
Et on retrouve toujours Et quelque on chose de retrouve des différent. choses nouvelles, et même dans les éditions qui sont de plus en plus maintenant, de plus en plus cherchées, de plus en plus sérieuses. Ça aussi, c'est très important. Oui, vous pensez qu'il y a maintenant des éditions infiniment plus Les sérieuses que celles qu'il y avait Urtex, autrefois. écoutez, c'est très simple. Voilà cette sonate que j'avais travaillée étant jeune, assis, avec Peters. Jamais, et je ne savais pas comment jouer ça. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Et Mozart écrit des nuances assez rares, quelquefois à profusion, comme nous l'avons vu dans la sonate que je vais vous jouer maintenant. En où ut, elles sont à c'est profusion. effarant. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a une nuance sur chaque note, quelquefois. Oui. C'est très difficile. On en parlera tout à l'heure. Voulez-vous la jouer peut-être maintenant? Ah ben, on a demandé à ces personnes de poser des questions. Ils n'ont pas pu dire un mot. Bien. Bon. Voulez-vous poser une question à Pierre Barbizet avant qu'il ne joue la sonate en une mineur? Oui, madame. Moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé dans le jardin, à la fin. Vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le jardin à la fin? Je pense qu'un rendez-vous galant, du plus noble intérêt, a été interrompu. Parce que le deuxième thème, n'est-ce pas? C'est pas comment il a trouvé un second thème. Faisons pas de digression. C'est pas. Qui est très. Bon, etc. Mais qui vient? Mais qui vient? Et bien là, nous reprenons à deux personnes. Voilà. Si vous c'est l'air de la lettre, ça. Vous le retrouvez. Bien sûr. Enfin, je veux pas trop apporter de l'eau à un moulin qui n'est peut-être pas le bon. Hein. J'ai l'impression tout de même qu'il se rapproche du bon.
Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de la difficulté de Mozart? Ça me paraît le moment. C'est difficile. Pourquoi est-ce si difficile? Faudrait demander à des pianistes qui se trouvent ici. Y a-t-il des pianistes dans la salle? J'en vois. Madame, oui, attendez, on va vous passer Et le alors micro. des techniques d'acier partout, rien que des techniques d'acier, des octaves comme personne, des tierces comme personne. Pour Micro, eux, c'est un jeu d'enfant. Ils jouent au moins 3 notes à la fois, à chaque fois. Et Mozart, on joue une note à la fois. Alors, expliquez-moi pourquoi c'est difficile. Oui, ça j'aimerais qu'on en parle. Madame, J'ai l'honneur d'être l'élève du même professeur que vous, Monsieur Barbizet. Je travaille avec Monsieur Ferté. Et je pense que Mozart est très difficile justement parce qu'il paraît facile et qu'on ne peut pas truquer. Si dans une polonaise de Chopin, il y a une note qui manque, si on n'a pas la partition et qu'on ne connaît pas bien le morceau, ça peut peut-être passer inaperçu. Mais je crois que dans Mozart, la moindre écorchure s'entendrait même pour quelqu'un de non initié, de non musicien. C'est vrai. Mais il y a autre chose aussi. Il y a aussi la technique n'est pas commode, elle n'est pas tellement pianistique. D'ailleurs, elle n'était pas faite pour le piano. Ah si, Si, ben, il ne se servait pas surtout du clavecin. je suis désolé, ma chère amie. Ah, je m'excuse. Où êtes-vous? Il détestait le clavecin. Ah bon, je m'excuse. Je croyais qu'il s'était surtout servi du clavecin. Enfin, nos histoires Parce que de la musique. c'est pas Armand qui vous a dit ça. Ah non, 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 ce n'est pas lui. Non, non, ce n'est pas Monsieur Ferté. Mais il détestait, alors ça, c'est nous avons des lettres, enfin. Oui. Il détestait le clavecin et c'est pour ça que je crois que Elvin Fischer avait raison. Il était comme moi, il faisait des fausses notes. Alors, c'est agréable de le comparer. Les grands pianistes ont enregistré Mozart en le jouant comme vraiment avec l'étoffe, la couleur, le volume, la densité qu'un grand piano peut requérir. Il avait d'ailleurs Mozart à Augsbourg. Dès sa 15e année, il essaye des Klein, qui sont les premiers pianos d'un facteur d'Augsbourg. Il écrit à son père. C'est pas Augsbourg d'ailleurs, je me trompe. C'est une ville où on va faire du sport d'hiver aujourd'hui. C'est Il y en a au-dessus des tas. d'Augsbourg. C'est Innsbruck. Innsbruck, oui. Et il écrit à son père qui est enthousiasmé par les nouveaux pianos. Et je vous assure qu'on a tort les personnes qui jouent du Mozart en clavecinant, qui quelquefois jouent du Mozart au clavecin. Remarquez que ça se voit très rarement. On voit très rarement des clavecinistes jouer du Mozart. C'est vrai. C'est assez rare. Croyez-moi, Mozart était un grand pianiste et il faut le penser comme du grand piano. Ce qui le rend très difficile parce que comme il y a en général qu'une note à la fois, enfin 3 notes, c'est toujours écrit à 3 voix, mais enfin, il y a 2 notes qui jouent et l'autre qui tient. Je ne pense pas comme vous que ça soit anti-pianistique, je pense que c'est merveilleusement pianistique dans la mesure où ça répond à ce qu'on appelle les 5 doigts, la technique des 5 doigts. Mais que cette fameuse technique des 5 doigts est une chose qui est très difficile à acquérir et que, en fait, regardez les plus grands pianistes comme Horowitz, comme Rubinstein, finalement, leurs plus grands enregistrements, ceux dont on garde le plus grand souvenir, sont des enregistrements de sonates de Scarlatti, vous me direz que c'est terrible pour clavecin. Là, vous aurez raison. Des enregistrements de sonates de Mozart, de Haydn. Certains de mes élèves m'ont dit il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas entendu, il faut entendre le dernier arrangement d'Horowitz du sonate de Haydn. C'est absolument prodigieux, vous comprenez. Le testament de Gieseking, c'est le sonate de Mozart. Magalov, de nos jours, joue également des choses, ce qu'on appelle pour 5 doigts, c'est-à-dire, n'est-ce pas, par où les enfants commencent. De Ré, Mi, Fa, Sol. Finissent leur carrière en jouant des choses comme celle-là, des œuvres apparemment simples, enfin avec écriture très claire, après avoir joué des grandes œuvres lourdes, plus denses. C'est ça. Je voudrais poser la question en ce qui concerne la fidélité au texte de Mozart. Il y a certains musicologues aujourd'hui qui prônent le retour à la tradition du temps de Mozart où il était d'usage et même une obligation d'ajouter des ornements, d'enrichir le texte selon la propre personnalité de l'interprète. Et enfin, qu'est-ce que M. Barbizet en pense quant à l'interprétation d'aujourd'hui? Je ne suis pas du tout musicologue. J'adore Mozart, je m'en suis beaucoup occupé, je le connais assez bien. Vous avez pu remarquer dans cette sonate, dans le mouvement lent de la sonate en luth mineur, où j'ai fait vraiment tout ce qui est écrit, je vous jure. Eh bien, c'est surchargé. Je ne sais pas, c'est de Mozart. Il y a 2 textes. Le manuscrit qui est également assez surchargé,
Et puis, il y a la première édition qui fait foire, n'est-ce pas, parce qu'il les revoyait. La preuve qu'il les revoyait, c'est qu'il est surchargé. Or ça, malgré tout, on a des textes, je ne suis pas musicologue, mais je ne crois pas que M. Massin ou M. Einstein, s'ils étaient là, pourraient tellement me contredire. Ce sont des choses vraies, puisqu'ils sont des documents, c'est des feuilles de papier qu'on peut voir. Eh bien, il mettait beaucoup d'ornements lui-même. Vous avez remarqué ce passage? Il y en a partout. Regardez ça. Alors, ici, là, tout au début. Et c'est tout le temps comme ça. C'est pas interdit d'ajouter des ornements. Je ne pense pas que ça soit interdit si le bon goût, si on sent qu'un tri peut être partir d'une autre manière, qu'on peut le prolonger. Non, mais je ne crois pas que ça soit interdit, que Mozart aurait été ravi de voir. Il y avait une certaine liberté, j'en suis certain. Enfin, il y avait une certaine liberté, mais cher François, nous venons de voir quand même des textes où Mozart annote d'une manière terriblement précise. Et très rigoureuse, on ne peut pas changer une note. Quand il met piano, c'est que. Et il le met chaque fois, au même endroit. Alors mettez-vous à la place d'un pianiste, surtout d'un homme comme moi qui, quand même, je crois, a pour mission de faire souvent respecter les choses, dire aux enfants. Enfin, il faut quand même d'un certain ordre. C'est une discipline chez nous. Il y a quand même un style, vous comprenez. Vous êtes d'accord avec le style, le mot style, ça existe le style. Ben, le style, c'est quand même, pour commencer, le respect. Chez nous, quand on a du génie, bon, mais enfin, les élèves qui vous arrivent, souvent bien doués, plein de bonnes intentions, intelligents, avec des défauts de main qu'il faut quand même corriger. Parce que ça fait des faux accents, et des faux accents, ça fait des fautes de musique. Alors que, vous comprenez, il faut quand même leur apprendre ce respect. Et en même temps que ce respect, la joie de voir qu'en respectant, c'est plus beau. Je crois, monsieur, vous aviez une question à poser. Dans la deuxième partie, vous nous avez joué en mineur. On ressent légèrement l'influence beethovenienne. Excellente question. Ah là, moi, c'est à vous de conclure. Et puis alors? Ça se sent davantage dans l'autre ton précédemment. Voilà. C'est là. Et vous allez voir ce qu'il fait, bon. Puis il s'en va. C'est Mozart. Il s'en fout, lui, de ce que... Et puis... Pourquoi? Pourquoi? Non. Ça, c'est... Qui sait ce que c'est, ça? Don Juan. Elvire. Et il revient. C'est génial, ça. Et puis, il s'en va. C'est divin, il s'en va, chercher autre chose, il va cueillir une autre fleur. C'est exact. Si Beethoven n'aurait jamais fait ça, et Beethoven reste dans le final aussi. Ben, il est très très rigoureux, c'est une grande écriture le final. Je pense bien, oui. Tout est voulu. Alors là, on pourrait peut-être parler de ce qu'il a pu apporter à Beethoven, c'est là que ça se... Parce que là, vous avez remarqué, c'est la forme rondeau, n'est-ce pas, rigoureuse. Alors ça, je suis sûr que vous avez été frappé par, quand même... ce qui, pour Mozart, quand il écrit en mineur, c'est assez remarquable. Quand il écrit en mineur, il y a toutes les flammes de l'enfer. Exact, c'est diabolique. C'est pas. C'est assez satanique. Vous savez, Don Juan, c'était un peu lui. Hein. C'est un grand monsieur, Don Juan. Tac. Et puis, il n'y a plus rien. C'est fini. Certains pianistes prétendent que cette sonate fait suite à la fantaisie. C'est vrai. Est-ce que cela est justifié? C'est absolument vrai, et je ne peux pas trouver, car la fantaisie est une immense œuvre, je ne peux pas arriver à trouver la suite de ces deux grandes œuvres, l'une après l'autre, digestible. Vous savez, vous commencez comme ça. Grand forté. Sourdine. C'est commode, là.
Elle est aussi grande que la sonate. Elle est peut-être encore un peu plus grande. La sonate en ut mineur, il y a une différence. Cette aspérité, n'est-ce pas? Oui. Est dédiée à Madame Thérèse von Trattner en 84. Je l'ai oublié le mois, je le savais, j'ai oublié. Quelqu'un doit sûrement le savoir dans l'assistance. Et c'est important de savoir le mois. Parce que Madame von Trattner copie la sonate assez mal et envoie ou reçoit de Mozart une correspondance qu'à la mort de Mozart, Constance demande à Thérèse von Trattner. Thérèse ne répond pas, n'envoie rien, et on se perd en conjecture sur le fond de la chose, sur le fond de l'affaire. Mais on sait que Constance, quelques mois après, 7 ou 8 mois après la publication, ou en tout cas la rédaction du manuscrit d'Ut mineur, demande à Mozart, à Wolfgang, de lui écrire une fantaisie en ut mineur. Ça, c'est vrai. Et c'est drôle. Oui, Parce et que Mozart inexplicable. était un homme très homme. Oui, très inexplicable. Mozart, c'était pas du tout un pur esprit. C'est le contraire de Beethoven. Alors, et à sa femme, il envoie ça. Sourdine, intéressant. 2 clarinettes, basson. 2 flûtes, bois. Même procédé, mais c'est écrit par Mozart. Un piano, sourdine, etc. Et vous avez encore les femmes de l'enfer. C'est de l'orchestre, ça. Et puis alors ça. Prodigieuse chose. Prodigieuse. La fantaisie. Je pense bien. Avec ses unissons. Enfin, on pourrait bien entendu épiloguer beaucoup. Je crois que cette fantaisie, qui est prodigieuse, qui est une sonate, vous savez. Bien sûr. Très libre, c'est une forme sonate. Quand on la joue avant la sonate, j'ai eu souvent l'impression d'une longueur. Vous comprenez? Ce sont 2 colosses. Oui, exactement. Je crois qu'il y a une disproportion, enfin, avec tout le respect, tout l'amour et la ferveur. Je ne crois pas que ce soit bon de les jouer l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas. Alors, l'expérience peut être tentée, ça, bien entendu. Bien sûr. Oui, madame. Maître, je crois que dans votre carrière, on a déjà évoqué beaucoup de choses, mais enfin, il y a une partie qui me semble très importante, c'est votre poste de directeur de conservatoire à Marseille. Ah oui, ça je pense que la partie pédagogique, j'aimerais beaucoup qu'on la soulève. Est-ce que Pierre Barbizet est d'accord pour qu'on l'évoque maintenant ou peut-être entre les Debussy? Je ne sais pas. Oh, je viens de faire de la direction de conservatoire depuis qu'on a commencé. Oui, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à Marseille? C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ce que je fais à Marseille, ben j'envoie, c'est tous ces petits numéros. Rue de Madrid, parce que je crois à la rue de Madrid, parce que c'est une famille, c'est une mafia aussi, mais c'est pas la même. C'est surtout une grande famille, la rue de Madrid. Il s'agit de faire aimer et faire connaître la musique à des jeunes gens, soit des futurs professionnels qui apprendront aux autres les mêmes choses, la tradition, le respect des textes, et puis former des mélomanes aussi. Eh bien, je crois que ça, c'est une mission remplie. Je pense bien. Nous passons à la deuxième partie, c'est-à-dire Debussy. Qu'est-ce que vous allez jouer, Pierre Barbizet? La Puerta del Vino, du 2e livre, suivi de Ondine, du 2e livre.
just a few hours ago. Ondine, extrait du deuxième livre des Préludes de Claude Debussy, interprété par Pierre Barbizet, invité de l'émission de François Serrette, Les jeunes Français sont musiciens, en 1975. Cette archive est disponible à la réécoute de jour comme de nuit sur francemusique.fr.